Uzbek Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. Salut les turfos, salut les turfas et bienvenue à toutes et à tous dans cette émission de la rédaction d'Uzbek Erika. Je précise émission de la rédaction parce que pour ceux qui ne suivent pas, et je vous vois, on a regroupé nos émissions d'entretien sous le nom Rencontre du troisième type et on a lancé, telle une big fucking rocket, une émission sur l'espace baptisée 300 milliards d'étoiles. Des émissions que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute grâce à notre partenaire Ocha. Je vous laisse le temps de le faire. Voilà, vous tapez Uzbek Erika, ce sera plus simple. N'importe quoi, hein, vous abonnez, vous cliquez abonnez, c'est fait, ok. On va pouvoir reprendre le cours normal de notre émission d'actualité. Alors une émission d'actu qui se situe pile poil entre les grandes gueules de RMC et le Ce soir ou jamais de la grande époque. C'est notre projet, c'est notre objectif et dans laquelle chaque journaliste autour de la table va vous présenter un sujet. Ce sujet est évidemment toujours en rapport avec notre préoccupation première, j'ai nommé le futur, et il sera ensuite débattu pour savoir s'il relève de l'historique ou de l'anecdotique. En gros, est-ce qu'on s'en souviendra dans 10 ans ou est-ce qu'on l'aura oublié dans 6 mois? Et ça tombe bien puisque cette semaine, les actus qui pourraient avoir un impact sur les générations futures ne manquent pas. Des gilets jaunes au noir et rouge des parties de poker en passant par une chambre des représentants plus diverse aux États-Unis. Et on en parle avec mes prospecteurs préférés. J'ai nommé Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Salut Guillaume. L'inénarrable Vincent Lucas. Salut Vincent. Salut Guillaume. Et notre maître à tous, notre chef, notre star, Blaise Mao. Salut Blaise. Salut Guillaume. Premier sujet, sans transition, on y va, on fonce, on traverse l'océan Atlantique et on se retrouve aux États-Unis où il s'est passé 2-3 choses, dont des élections de mi-mandat récemment. Annabelle, que veux-tu nous en dire? Le 6 novembre, donc les élections de mi-mandat où il n'y a pas eu de raz-de-marée des démocrates, il n'y a pas eu de démission surprise de Trump qui se serait dit « Hey, mais je suis un président trop nul !» Ça aurait été cool. Pas d'illumination de ce type, mais un basculement historique puisque jamais autant de femmes ni de candidates issues de minorités n'avaient été élues au Congrès. Donc on va écouter le soir de sa victoire Alexandria Ocasio-Cortez, qui est devenue à 29 ans la plus jeune candidate jamais élue au Congrès. Is that this nation is never beyond remedy. It is never beyond hope. It is never too broken to fix. We will be here and we are going to rock the world in the next 2 years. Rock it! Je vous conseille d'écouter l'intégralité de ce speech de victoire sur YouTube parce qu'elle est assez fascinante, elle est complètement transcendée. Donc là, elle nous a dit l'espoir n'est jamais mort, le pays ne sera jamais assez brisé pour qu'il soit impossible de le réparer. En gros, c'est une traduction approximative, mais c'est à peu près ça. Donc cette Alexandria Ocasio-Cortez va représenter à la Chambre le 14e district de New York, qui est une circonscription qui est à cheval sur le Bronx et le Queens. Et si c'est elle que l'on écoute, c'est qu'elle est devenue, pendant la campagne et depuis sa victoire, le symbole de la nouvelle vague démocrate, parce qu'elle est jeune, on l'a dit, parce que c'est une nouvelle venue en politique. Elle est diplômée en économie, mais on a beaucoup dit pendant sa campagne qu'il y a moins d'1 an, elle était encore serveuse. Pour payer, voilà, parce que son programme est particulièrement à gauche. Elle défend la couverture santé universelle, ce qui, aux États-Unis, est quelque chose d'être très à gauche. Socialiste. Parce qu'elle est latino-américaine et parce qu'elle est une femme. Ouais. Donc sur la question des femmes, souvenons-nous d'il y a 2 ans, au lendemain de l'investiture de Trump, des centaines de milliers de personnes descendaient dans les rues à Washington et un peu après partout ailleurs dans d'autres villes pour la Women's March, pour dénoncer la victoire d'un candidat qui venait d'aligner les pires déclarations sexistes pendant des semaines et qui promettait une politique qu'on a qualifiée ensuite de anti-femme tout simplement. Donc cette mobilisation s'est poursuivie jusqu'au 13 octobre dernier avec des rassemblements pour dénoncer l'intronisation le 6 octobre à la Cour suprême du juge Brett Kavanaugh, donc élu malgré les accusations d'abus sexuels qui le visaient, et élu sachant qu'avec son élection, les juges progressistes de la Cour suprême se retrouvent en minorité, 4 sur 9, alors que c'est la Cour suprême aux États-Unis, rappelons-le, qui veille
à la constitutionnalité des lois et qui arbitre les sujets de société comme la peine de mort, le mariage homosexuel, le droit à l'avortement, la défense de l'environnement. Donc pour le New York Times, la Cour suprême est donc devenue plus conservatrice qu'elle ne l'a jamais été dans toute l'histoire moderne. Super. Mais c'est donc, de façon donc, générale sur le conservatisme de la Cour suprême, mais donc sur la question des femmes, ça avait particulièrement mobilisé et donc galvanisé aussi les candidates qui n'ont jamais été aussi nombreuses à se présenter au Congrès. Donc au final, 116 femmes ont été élues. Elles sont 95 à la Chambre des représentants contre 84 jusqu'ici, 12 au Sénat et 9 à des postes de gouverneur. Avant l'élection, le New York Times avait fait un décompte qui se retrouve sur une infographie que je vous invite aussi à aller voir parce qu'elle est vraiment particulièrement bien faite. On l'a regardée tout à l'heure. Sur les 964 candidats au Congrès et au poste de gouverneur, du coup, ils font un calcul qu'on ne ferait pas en France, mais qui est 58% n'étaient pas des hommes blancs hétérosexuels, ce qui est énorme. Alors on fait de plus en plus en France, enfin, ça arrive un peu, on commence à le faire. Donc et enfin l'élection a été marquée. Alors il y a eu beaucoup de premières fois, mais ça a été aussi marqué par l'arrivée de deux premières élues musulmanes et de 2 premières élues amérindiennes dans l'histoire du Congrès. Donc tout cela pour dire que l'élection est historique car elle compte donc beaucoup de premières fois, enfin je l'ai assez dit, mais j'irai pas jusqu'à dire les femmes au pouvoir comme sur la couve de Courrier International qui a mis Alexandria Ocasio-Cortez en une et en s'interrogeant sur est-ce que ça va faire tache d'huile, etc. Donc j'irai pas jusqu'à dire ça, ni que la bataille contre le virage ultra-conservateur pris par Trump est gagnée. Mais historique quand même. Voilà. Donc c'est historique, c'est un petit historique. Tu as l'air de dire que c'est un historique. C'est un historique parce que ça reste minoritaire. Elles étaient 28%. Parce que, enfin voilà, je l'ai assez dit, que de toute façon la politique de Trump est ce qu'elle est et ces femmes vont pas avoir un pouvoir démesuré non plus. La Chambre des représentants va pas pouvoir tout bloquer et ces femmes à la Chambre des représentants, ok, mais historique quand même. Historique quand même. Bon, je passe le message aux autres hommes autour de la table. Je vais commencer par Blaise parce qu'il se lisse la moustache. En plus, c'est vrai. Je vais dire historique. Parce que j'avais été surpris par le traitement médiatique de ces midterm elections. J'avais trouvé que tout le monde avait l'air déçu, qu'il n'y ait ni raz-de-marée démocrate, ni grosse loose démocrate et super maintien des républicains, comme si c'était pas une élection importante. Et il y a vraiment eu une deuxième vague de traitement de l'information, où là on s'est rendu compte, en analysant d'un peu plus près les résultats, mais c'était surtout le fait de médias américains d'ailleurs qui sont les premiers concernés, plus qu'en France je trouve, où on a moins parlé de ça, de tout ce qu'a raconté Annabelle. Donc je trouve qu'il y a un historique parce que c'est pas passé en dessous des radars médiatiques, mais presque. Enfin, il y avait presque une déception que je trouve un peu bizarre, un peu malsaine dans le premier traitement médiatique. Après, moi, ça m'interroge plus. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur les femmes au pouvoir. En faire la couve, c'est un peu un titre choc. C'est plutôt malin, éditorialement parlant. Mais c'est une de mes grandes interrogations. C'est est-ce que le monde irait vraiment mieux si les femmes étaient au pouvoir ? Et je pense que malheureusement c'est pas évident. Alors il y a plein de pseudo-études, de chiffres. Il faudrait juste que ce soit moitié-moitié. Pour l'instant c'est une vingtaine dans le monde entier. Oui voilà déjà. Mais, et puis alors on n'a pas de... On pourrait commencer à se poser la question. On pourrait étudier ça. Mais il y a plein de présupposés. On en parlait hier avec Thierry sur les négociations diplomatiques qui aboutissent beaucoup mieux à la paix quand c'est des femmes qui négocient ou... Il y a plein de choses qu'on sait et qui laissent penser mais en fait, on n'a pas encore la masse critique et la durée dans le temps pour pouvoir tirer des telles conclusions. Et je suis même pas sûr que ça serait hyper sain de tirer une telle conclusion. Qu'est-ce que ça nous dirait, en fait ? Donc c'est une vraie interrogation, en fait. Qu'est-ce que ça serait ? Est-ce qu'un monde avec des femmes au pouvoir, au moins à 50%, voire plus, irait vraiment mieux ? J'espère qu'on le verra. J'espère qu'on pourra en avoir le... Voilà, je pose la question. La question est ouverte. Donc, 2 historiques. Vincent, tu n'es là que pour la décoration. Oui, voilà, je suis là pour la petite touche de piment négatif, c'est ça, la petite Pas du tout, je ne sais pas ce que tu vas dire, moi. Non, mais je partage un petit peu l'analyse de Blaise, c'est-à-dire
ce serait intéressant de voir ce que ça donne. Je pense que c'est forcément historique, au moins pour la cause des femmes. Je ne suis pas sûr que les femmes au pouvoir soient meilleures pour la paix ou pour le climat. Elles seraient au moins meilleures pour les femmes, ce qui est déjà en soi quelque chose qui serait une bonne avancée. On peut, si on est optimiste, essayer de voir un mouvement un peu général. On sait qu'en France aussi, on a l'Assemblée historiquement la plus féminine de l'histoire de la Ve République et d'ailleurs de fait de toutes les républiques françaises. Donc là, on a un mouvement qu'on peut espérer être une espèce de dynamique générale. Sachant que oui, on est encore loin du grand square écoféministe que tu appelles de tes voeux, que j'aurais aimé appeler de mes voeux, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu autour de nous, les femmes au pouvoir sont pas forcément plus écolos que les autres, que ce soit. Tiens, on retrouve ton tropisme. Oui, voilà, non, mais je parlais d'écoféminisme, c'est pour ça, mais je veux dire. Voilà, je pense que les femmes au pouvoir, c'est bien pour la cause des femmes, ce qui est déjà un combat amplement suffisant. C'est pas la peine de fantasmer sur des femmes qui seraient plus pacifiques ou plus propres que les hommes. Mais voilà. Par ailleurs, une autre interrogation, je sais pas si on a les chiffres là-dessus, si on avait vu ça, mais c'était étonnant en 2016 de voir à quel point les femmes avaient voté pour Trump. C'était assez hallucinant. Ouais. Même les femmes les femmes hispaniques ou les femmes de minorité qui cumulaient a priori toutes les caractéristiques des gens que Trump ciblait vertement dans sa campagne et qui avait malgré tout voté pour lui pour des raisons qui m'échappent, enfin des raisons liées à plein de caractéristiques socio-économiques, etc. et de fake news. Mais là, je ne sais pas si les femmes ont ou non pris conscience de l'individu qui était au pouvoir, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu le bémol que je mets, c'est elles sont plus élues, mais est-ce qu'elles votent un peu moins pour aussi les gros beaufs qui sont au pouvoir actuellement? Alors, donc c'est historique. C'est historique. Et je vous donne simplement un petit conseil, amis auditrices et auditeurs. Suivez Alexandra Ocasio-Cortez sur les réseaux sociaux, car son compte Twitter est très drôle, son compte Instagram est très frais, et il y a un véritable usage, sans filtre et sans communication très travaillée derrière. Et quand elle nous fait visiter les coulisses de la Chambre des représentants et du Congrès lors de la semaine d'orientation des nouveaux élus, c'est d'une à mourir de rire et de deux très 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 instructif. Donc voilà, moi ce que je remarque aussi, c'est que c'est une vraie génération, j'aime pas utiliser le terme millénial, mais une nouvelle génération qui arrive au pouvoir et à la politique, avec des gens qui ont quand même, notamment cette Alexandria, une conscience écologique assez forte et assez élevée. Donc on verra à l'avenir ce que ça va changer. Première historique. Elle va rock the world, elle nous l'a dit. Elle va rock the world. For the next 2 years. Donc on t'attend Alexandria. Ensuite, on va changer de sujet complètement. On va arriver à quelque chose de peut-être moins historique, je sais pas, Blaise, il va falloir que tu défendes. Je trouve ça extrêmement malaisé de ta part de lancer le sujet comme ça, pas du tout. Tu vas nous parler de poker donc, et de robots. Je vais vous parler de poker et de robots. Ok. Je vais surtout vous parler de Two Pandas et de Victoria Mo. Qui sont Two Pandas et Victoria Mo? Deux pandas. Alors, pas du tout. Contrairement à la traduction littérale que tu viens de faire, il s'agit des deux pseudos de deux joueurs de poker en ligne, qui sont des habitués du site Winamax. Winamax ne fait pas que du pari sportif, mais aussi du poker en ligne. Et Winamax, après des mois de soupçons et d'enquêtes sur l'identité réelle de ces deux joueurs mystérieux, a décidé d'exclure Two Pandas et Victoria Mo. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Le crime. L'arme du crime. Après avoir amassé une énorme somme d'argent, nos deux joueurs auraient en fait utilisé des bots. Des robots informatiques programmés pour jouer à leur place. Ah d'accord. Ouais, c'est original. En fait, l'alerte a été lancée par un joueur professionnel qui s'appelle Maxime Lemaître. Il a lancé l'alerte en juin dernier, donc il y a eu vraiment plusieurs semaines d'enquête sur un forum qui s'appelle Club Poker. Il a dit, écoutez, c'est quand même bizarre, Two Pandas et Victoria Mo ont une note d'évaluation, qui est un petit logiciel sur les sites de poker qui te donne une note qui évalue ton niveau. D'accord. Et ces deux joueurs avaient quand même une note 3 fois supérieure à celle de plusieurs joueurs professionnels. Donc soupçon, problème de discrétion. Et surtout, nos deux amis jouaient jusqu'à 200 parties par jour, ce qui commence à faire beaucoup. Peut-être que c'est leur métier, après. Oui, bien sûr. Et ils auraient cumulé au total, sur leur gain, plus de 600 000 euros de gains, ce qui peut paraître beaucoup ou pas beaucoup selon les critères, ce qui est pas mal, parce qu'en fait, ils l'ont fait, pour le coup, de manière assez discrète. D'accord.
Bref, ils se sont fait gauler, quoi. Pourquoi c'est important ? Parce que légalement, la responsabilité de la traque des bots revient aux plateformes, donc à Winamax, à PokerStars, à tous ces sites-là, qui ont jusqu'à plusieurs dizaines de salariés pour scruter quotidiennement les tables virtuelles et identifier les fraudeurs. Ils reçoivent aussi énormément de messages, plusieurs dizaines par semaine, de joueurs qui leur disent « Écoutez, je crois vraiment que j'ai joué contre un robot. C'est vraiment bizarre, j'ai perdu de l'argent, c'est pas normal. » Donc, la plupart de ces plaintes sont pas sérieuses, mais voilà, eux en interne, ils font un gros travail d'enquête. Et là, on a une avocate, maître Justine Aurier, qui a engagé une action civile contre Winamax, porté plainte contre X et saisi l'autorité de régulation des jeux en ligne. Nous voulons que nos joueurs soient remboursés intégralement des sommes qu'ils ont engagées, a-t-elle confié à Uzbek Erika. Le préjudice s'élève à environ 1 million d'euros, d'après elle. Nous voulons aussi que Winamax soit plus transparent. Et donc, ça fait plusieurs années, évidemment, que les bots s'invitent aux tables de poker. C'est pas complètement nouveau. Sur Winamax, la première détection d'une telle gruge date de 2013, mais là, c'est la première fois qu'on a une action en justice portée par plusieurs plaignants. D'accord. Ils sont 6 au départ, et peut-être plus demain, qui auraient affronté les 2 mêmes faux adversaires, avec une réclamation d'une somme quand même assez importante pour le dommage évalué. Et concernant l'algo utilisé par nos deux grugeurs, Two Pandas et Victoriamo. T'adores prononcer. Oui, j'aime bien. Alors, on n'a pas plus de précision sur l'algo qui a été utilisé. C'est assez bizarre. D'ailleurs, Winamax est très discret, très silencieux sur le sujet, ce qui est reproché à la plateforme. Ce qu'on sait, c'est que les 2 tricheurs ne gagnaient quasiment pas d'argent aux tables, mais n'en perdaient jamais. Et en fait, ils jouaient tellement de parties qu'ils ont toujours été en tête de ce qu'on appelle les challenges organisés par Winamax pour récompenser ses plus gros joueurs, les plus fidèles. D'accord. Donc c'était un amas de petits gains. C'est ça qui était pas con dans leur technique. Mais la nature même de l'algo, elle n'a pas encore été vraiment dévoilée. Et en fait, ils sévissaient sur un format très simple à résoudre pour une intelligence artificielle, c'est-à-dire les parties à 3, seulement 3 joueurs et non pas 10, d'une durée moyenne de 10 minutes. Donc des parties très courtes entre très peu de joueurs, où c'est beaucoup plus simple en fait pour une IA de gagner. Puisque le poker en ligne sous forme de tournoi qui dure plusieurs heures, qui peut rassembler des centaines de joueurs, des dizaines de tables, est beaucoup plus compliqué à dompter pour un robot. Donc là, la tactique, c'était vraiment des petites tables et des petits gains. Voilà, tout ça pour dire qu'avec cette affaire, Winamax, le poker en ligne vient peut-être d'entrer officiellement dans sa phase d'effondrement. Je me tourne vers Vincent Louquet. Voilà comment il va gratter un historique. En tout cas, de mutation radicale. C'est un signal faible très important, cette actualité. C'est ce que pensent en tout cas plusieurs joueurs renommés, notamment Alexandre Luneau, qui a déclaré que les parties, je le cite, les parties les plus chères au monde, donc ce qu'on appelle les high stakes dans le jargon, sont condamnées à mourir très vite dans les 2 ans. Pour les parties aux enchères plus petites, ça va prendre plus de temps, environ 5 ans. Et les tournois, par contre, les tournois de poker, parce qu'il y a plus de joueurs autour de la table, ont plus d'avenir. Mais ils considèrent que les bots, l'arrivée des bots, est en train de révolutionner complètement le poker en ligne. Et je trouve cette affaire assez emblématique. Voilà, pour toutes ces raisons, l'action judiciaire, le fait qu'on a une exclusion officielle et très médiatisée, et la reconnaissance par des professionnels, la détection par des professionnels, puis l'enquête de Winamax, et la reconnaissance après coup aussi par des professionnels, que c'est en train de changer complètement la nature du jeu en ligne. Et donc c'est historique. Bah évidemment. Mais c'est évident. Ça me paraît limpide comme démonstration. La démonstration est claire. Annabelle, est-ce que tu es convaincue par cette historique ? Je te vois. Il me faut un peu plus de temps de réflexion. Je crois que Vincent va commencer. D'accord, Vincent. Annabelle fait sa poker face. Oui, parce qu'en plus, Guillaume, j'aimerais bien qu'au moins une fois, tu me laisses avoir un poids dans ce débat. Mais je fais c'est moi qui sert à rien dans les votes. Je fais ce que je veux, Vincent. Ouais, je note bien. Vas-y, go. Mais non, mais évidemment, comme tout ce qui s'effondre, c'est inéluctable, donc c'est historique. Merci, Vincent. Tu l'as tellement dit sur l'argument effondré. J'ai foncé de plein pied dans l'argument de Blaise. Je souscris complètement. Pas réfléchi. Mais oui, non, bien sûr. Donc c'est historique. En fait, avec ces bots, il y a quand même des étapes franchies un peu chaque mois qui sont assez effrayantes. Moi, ça me faisait un peu penser dans un autre registre à AlphaGo, cette incroyable IA qui a battu le meilleur joueur du monde de Go et qui a donné lieu à un superbe documentaire dont on a parlé sur Uzbek Erika, qui s'appelle AlphaGo aussi. Et c'est marrant, c'était un peu la même réflexion. La machine jouait contre le champion du monde de Go, qu'on appelait le Roger Federer du Go, c'est dire. et qui Lee Sedol. Lee Sedol Federer. Qui disait être décontenancé parce qu'en fait, il n'arrivait pas à comprendre comment fonctionnait son adversaire. C'est-à-dire qu'il y a une part psychologique dans le Go, mais dans beaucoup de jeux. Et là, il avait l'impression de jouer contre un extraterrestre. C'est-à-dire que
la supériorité de la machine venait du fait qu'elle pensait différemment de l'homme et que du coup on ne pouvait pas anticiper ou comprendre son fonctionnement. Là il y a une dimension de bluff dans le poker, et de la même façon alors ça serait intéressant de demander, parce que Blaise tu disais les joueurs disaient je sens que je joue contre une machine, et donc il y a une façon de jouer qui est différente. Absolument, et ce qui est intéressant, il y a plusieurs chercheurs qui ont réagi après cette affaire de Winamax. Tu parles d'AlphaGo, on peut aussi parler de Deep Blue qui avait battu aux échecs Kasparov en 97. En fait le Go et les échecs, la machine peut envisager toutes les combinaisons possibles. Ce qui n'est pas le cas au poker, où il y a quand même une part de... Alors c'est différent dans l'AlphaGo, justement, c'était pas comme aux échecs, mais c'était déjà un autre truc. Ouais, mais toutes les combinaisons sont envisageables pour la machine, alors qu'au poker c'est absolument impossible, puisqu'il y a une part de secret dans la nature du jeu, et donc c'est vraiment une réduction de probabilité, donc la technique n'est pas exactement la même. Mais c'est... Ouais, donc c'est ça, au-delà des techniques, on voit que la machine de plus en plus progresse, tendance à écraser l'être humain comme une mouche. Donc c'est historique, très bien. En fait, Terminator commence par des parties de poker en ligne, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire. Voilà. Superbe. Annabelle. Avant le T1000, il y a le T-Panda. Tout pandas. Et c'est vrai qu'au moment d'AlphaGo, ils expliquaient bien dans le documentaire à quel point c'est un jeu incroyablement complexe et subtil, mais le poker semblait être l'étape d'après, puisqu'elle implique tout ce qu'il y a de bluff, de subtilité psychologique. Donc sur ça, c'est assez impressionnant, mais... Je vais quand même vous donner un anecdotique, car je ne suis pas non plus renversée. À un moment, tu parlais de petites tables, de petits gains. Voilà, tu m'as dit trop petit, et du coup, j'ai envie de dire c'est trop petit comme petit histoire. Joueur. Et voilà, Blaise. Mais voilà. Bon, ça reste historique parce que c'est historique. Voilà, c'est confirmé. 2 historiques. Est-ce qu'on fera un grand chelem comme à l'habitude? Comme souvent ou pas d'ailleurs, est-ce qu'on va enfin avoir un anecdotique? Vous aurez la réponse à cette question après avoir écouté Vincent, qui va... Non, toujours pas de pub dans nos podcasts, pas encore. Vincent qui va nous parler de gilets jaunes. Je vais vous parler de gilets jaunes et de manifestations. Donc, je vous invite à partager cette vidéo pour leur dire qu'on en a plein les bottes de leurs conneries, hein, ou alors dans ce cas-là, faites votre vidéo chacun pour dire que vous en avez marre et que ces histoires de nous traquer sur les bagnoles, on n'en peut plus. On vit pas tous en ville. Moi, je fais 25 000 km par an, donc j'ai pas le choix que de prendre ma voiture. Qu'elle pollue ou qu'elle ne pollue pas. Franchement, mais où va-t-on, quoi? Où va la France, Monsieur Macron? Où va la France? Et oui, où va la France? Monsieur demande Jacqueline Moreau. Jacqueline Moreau sur YouTube qui symbolisait cette colère populaire qui s'est emparée des réseaux sociaux et des médias. Jacqueline Moreau a fait 6 millions de vues en à peu près un mois sur Facebook avec cette vidéo où elle dénonce du coup la hausse des taxes sur Facebook les carburants. Ou sur YouTube? T'as dit YouTube sur Facebook, pardon, ça a été diffusé sur YouTube aussi, mais c'était sur Facebook. Et elle a rejoint un espèce de mouvement spontané populaire qui s'est développé, et elle est une des porte-paroles, mais il y a de nombreux porte-paroles d'un mouvement qui appelle à manifester samedi prochain, donc le 17 novembre, contre la hausse des taxes sur les carburants. On peut parler aussi d'une pétition initiée par Priscilla Ludowski qui a recueilli 850 000 signatures en plusieurs mois quand même, mais malgré tout c'est assez énorme. Et plus de 700 points de rassemblement qui ont été répertoriés sur les réseaux sociaux un peu partout dans la France, qui appellent soit juste à manifester, soit à bloquer carrément les routes, en portant un gilet jaune, le fameux gilet jaune symbole du mouvement, qui est le gilet rendu obligatoire dans les voitures par une directive européenne. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'essence a augmenté de 19 centimes par litre depuis l'élection de Macron, puisque Macron est directement interpellé, et le diesel a plus augmenté, il a augmenté de 31 centimes par litre. C'est une hausse qui est due pour un tiers aux taxes gouvernementales et pour 2 tiers à l'augmentation du cours du pétrole qui sont liés à des enjeux mondiaux. La colère est partie de là. Elle s'est ensuite assez rapidement généralisée. Disons que les arguments, c'était beaucoup sur le ras-le-bol fiscal général que ressentaient les Français, assorti d'un espèce de sentiment d'injustice, avec l'impression assez récurrente que finalement on taxait plus les pauvres que les riches. Beaucoup, par exemple, réclament la restauration, le rétablissement de l'ISF. Ouais. En disant, voilà, il n'y a pas de raison que les pauvres trinquent à payer leur essence plus cher, alors que les riches, on leur supprime des impôts. Donc la grogne s'est généralisée. Donc c'est pas encore, il y a énormément de débats publics, médiatiques sur le sujet qui a énormément grossi, alors que la manifestation n'a pas encore eu lieu. Oui, c'est ça. Ça va peut-être se dégonfler d'un coup. On ne sait pas encore ce qui va vraiment se passer dans les rues ou sur les routes, mais c'est un événement déjà médiatique assez important. Porté donc pour un sentiment d'injustice
pour commencer de façon positive, qui est déjà assez justifié. Parce que l'argument de dire qu'on taxe trop le pétrole, alors qu'on le taxe notamment au nom de la taxe carbone qui est là pour limiter le réchauffement climatique, on entend beaucoup d'arguments qui sont valables, notamment le fait que le transport aérien et maritime international n'est pas taxé. Depuis 1954, c'est la Convention de Chicago internationale qui exonère de taxes ces transports maritimes. C'est un manque à gagner de 6 milliards d'euros par an, rien que pour la France. On peut parler aussi de l'exonération de taxes sur l'huile de palme, que l'Assemblée nationale a renoncé à taxer encore en octobre sous pression du gouvernement. Huile de palme qui sert aussi à nourrir les carburants, à faire beaucoup de produits transformés et qui est une espèce d'épouvantable massacre pour les forêts et donc indirectement qui contribue énormément au réchauffement climatique. On peut parler aussi d'autres mesures possibles. On pourrait taxer la viande, par exemple, qui n'est pas socialement contraignante. Chacun peut se passer de viande, c'est pas un problème de justice sociale. Or, l'élevage industriel, ça représente 15% des émissions de gaz à effet de serre, donc plus que les transports. D'accord. On peut parler aussi des baisses d'investissement dans les lignes secondaires des trains. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui justifient finalement cette colère et cette impression qu'on ne taxe pas forcément de la manière la plus pertinente le carbone pour protéger le climat. Mais il y a quand même un problème, à mon sens, c'est que cette colère est un déni de réalité globale de la population parce que, injustice ou pas injustice, il va falloir de toute façon monter les taxes sur le carbone, c'est indispensable, étant donné l'ampleur de l'effort qu'il y a à faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a un choc frontal et qui n'est pas nouveau entre les intérêts du présent et les intérêts du long terme, et même du court terme, parce qu'on parle d'avenir à quelques décennies seulement. Assez proche, ouais. Même avec davantage de justice fiscale, tous les experts nous disent que les taxes carbone sont indispensables si on veut espérer limiter le réchauffement climatique dans des proportions raisonnables. Là où c'est une notion de confort, à mon sens, qui n'est pas justifiable, c'est que les gens râlent souvent sur les voitures pour... au-delà du carburant, on sait que reviennent aussi dans les argumentaires les 80 km/h qui font partie de cet acharnement sur les gens qui utilisent la voiture. Alors c'est pareil, les 80 km/h pour le coup, c'est pas justifiable socialement. On peut rouler 10 km/h moins vite, ça économise beaucoup de pollution et ça n'empêche pas les gens, pauvres ou pas pauvres, d'aller travailler. Il y a beaucoup de choses à dire sur les gens qui achètent dans la classe plus aisée des SUV ou des voitures plus polluantes. Tout ça n'est que des questions de confort et qui révèlent un peu que les gens sont dans une espèce de fétichisme encore de la voiture, qui n'est pas du tout dans un espèce de basculement radical qu'il faudrait emprunter pour sortir de la voiture. La France a augmenté ses émissions de CO2 de plus de 3% l'an dernier, alors qu'elle devrait les baisser drastiquement. C'est énorme. Et on ne prend pas le bon chemin. Cette question de confort, elle est justifiée aussi. Pourquoi ? Parce que quand on regarde sur le long terme, les prix du carburant ont énormément baissé en France. C'est France Info qui a mâché le travail de ce podcast. Je rappelle leurs chiffres. Ils rappellent qu'une heure de SMIC, il y a 40 ans, payait 3 litres d'essence. Elle en paye 6 aujourd'hui. Donc on paye l'essence quand on est à euro constant, 2 fois moins cher qu'il y a 40 ans, sachant en plus que les voitures d'il y a 40 ans étaient énormément plus consommatrices. Donc on fait 2 fois plus de kilomètres aujourd'hui avec 3 litres d'essence qu'il y a 40 ans. Donc on a quand même une augmentation de l'essence qui est réelle, mais la France n'est pas dans un niveau de prix d'essence plus élevé que ses voisins. On est dans la même fourchette, alors plus élevé que certains, plus bas que certains. Donc il n'y a pas une espèce d'énorme montée du prix de l'essence qui serait totalement aberrante. Et en termes de justice fiscale, puisqu'on en parle, je rappelle aussi que la Banque mondiale prévoyait que le réchauffement climatique fasse basculer 100 millions de personnes de plus dans la pauvreté d'ici 2030, c'est-à-dire dans 12 ans. Donc on voit, tous ces enjeux sont très intriqués, c'est assez compliqué de tout démêler, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment une notion importante de confort, une prise de conscience qui est un confort auquel on devrait nécessairement renoncer si on veut maintenir le réchauffement climatique à un niveau soutenable pour simplement que l'espèce humaine reste présente sur Terre d'ici quelques décennies, et que ça dépasse largement la question du pouvoir d'achat qui n'est pas une question vitale pour beaucoup de gens. Je rappelle que 75 à 80% des Français soutiennent le mouvement. Il y a évidemment des gens dans l'extrême pauvreté qui ont besoin de chaque euro, mais beaucoup de gens pourraient faire des efforts supplémentaires. Des chiffres assez étonnants encore, 58% des Français qui sont à moins d'1 kilomètre de leur travail, ils vont en voiture.
moitié des Français travaillent à moins de 8 km de leur domicile. Moins de 8 km, on peut le faire en vélo, quelles que soient les circonstances, ou en tout cas pour une large majorité de gens. Sauf quand on a 2 enfants, par exemple. Sauf quand on a 2 enfants, mais il y a quand même beaucoup de gens... Il faut avoir 2 vélos, 2 porte-bagages. Voilà. C'est ça, voilà. Il n'y a que 2% des Français qui vont travailler en vélo, c'est moins que tous nos voisins européens. Ouais. Donc il y a beaucoup d'efforts qui pourraient être faits de façon très facile. Voilà, on peut mettre ça en parallèle avec les sécheresses aujourd'hui qui sévissent dans une bonne partie de la France. On a une sécheresse dans l'Est, dans le Doubs notamment, qui est historique, qui a eu que deux années en 50 ans qui ont été aussi sèches. Il y a des pénuries d'eau potable, il y a des restrictions assez fortes. Les climatologues rappellent que ce genre de sécheresse pourrait devenir la norme, être la moyenne tous les 3 ou 7 ans en France d'ici quelques décennies à cause de ces problèmes d'émissions de gaz carbonique finalement. Donc, le constat de tout ça, c'est assez compliqué. Tu as fait ton point. Maintenant, j'ai fait mon point. En quoi ce mouvement est historique ou anecdotique ? Moi, c'est la seule question qui vaille pour moi, là. Je dirais que ce mouvement est assez historique parce qu'il nous montre que les gens n'ont pas compris ce qui se passait et qu'ils ne pourront pas comprendre ce qui se passe à temps. Il y a un problème de perception. Ok, superbe. Non, il y a un problème de perception qui est assez fort et je pense qu'il faut vraiment un électrochoc pour comprendre que oui, ça va être un effort pour tout le monde. Oui, peut-être qu'il y a une injustice sociale, mais oui, toutes les classes sociales vont devoir faire des efforts drastiques si on veut éviter une catastrophe planétaire épouvantable d'ici quelques décennies. Beaucoup de gens, et j'en terminerai par ça, comparent ça à un effort de guerre qui serait légitime à fournir. C'est le cas notamment d'Alternativa, de chercheurs américains. J'en ai noté plusieurs, mais j'ai pas le temps de tous les citer. Mais il y a des chiffres assez intéressants. Un article américain le site de The New Republic citait par exemple que entre 39 et 43 aux États-Unis, au nom de l'effort de guerre, les Américains ont totalement bouleversé leur économie, réorienter leur économie vers une économie de guerre et réussi à produire par exemple des cargos militaires 12 jours pour un cargo, le 6 mois contre ce que prévoyait le gouvernement, à mobiliser 442 milliards de dollars publics et privés en 3 ans tournés vers cette économie-là. Anecdote qui rappelle aussi ce qui se passe en ce moment, l'impôt sur le revenu est né en 1914 pour soutenir l'effort de guerre en France au début de la Première Guerre mondiale. Et la différence entre ces mouvements-là et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, c'était accepté. Il y avait bien sûr des mobilisations, mais c'était accepté parce que l'effort de guerre était compris et légitimé pour la plupart des gens comme quelque chose de... Il y avait une question de vie ou de mort à court terme. De partager, et voilà, quelque chose qui soulevait de l'émotion. Et une propagande nationale. Et un sentiment collectif de, c'est un effort national, c'est légitime parce que c'est le rôle de l'État, donc on accepte le fait qu'il faille faire un effort. Aujourd'hui, on n'accepte pas qu'il faille faire d'efforts collectifs, alors que l'enjeu est peut-être plus important que celui d'une guerre mondiale. Puisque ça concerne l'espèce, ça ne concerne pas seulement des nations. Voilà, donc il y a un vrai décalage assez épouvantable, je trouve, entre l'enjeu qui est de consommer toujours plus et celui qui est de sauver l'espèce. Donc c'est historique. Oui, c'est historique. C'est un aveuglement historique. Ok. Merci pour cette démonstration claire comme à l'accoutumée. De qui, de Blaise ou d'Annabelle, a envie de rebondir sur les propos de Vincent et de nous dire si c'est historique? Alors Blaise, lève le doigt très haut. Vas-y Blaise. J'ai plein de trucs à dire, mais je ne vais pas tous les dire. Ouais, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. D'abord, je vais dire que je suis d'accord avec une très très grande partie de ce qu'a dit Vincent. Non, mais en fait avec tout. Non, mais il y a un problème en France avec cette taxe carbone. Je pense qu'en fait, assez peu de gens savent qu'il y a une taxe carbone déjà depuis 2014, qu'elle rapporte en gros 10 milliards. Et le problème, c'est que ces 10 milliards qui devraient être investis immédiatement dans des projets de transition rapide, notamment dans le bâtiment, notamment dans le transport, en fait, servent en grande partie à éponger les dettes de l'État. C'est un problème. Donc en fait, une taxe, quand elle est créée, il faut qu'elle soit utile pour un usage précis et il faut que cet usage-là soit bien tenu. Et fléché, comme on dit dans le ministère. Ça, c'est une responsabilité de l'État. Exactement, fléché et puis vérifiable. L'autre souci, par contre, c'est qu'effectivement, je suis gêné quand j'entends qu'on brandit l'ISF comme un symbole, on mélange tout. Là, on est en train de parler du carbone. Donc, l'ISF n'a strictement rien à voir avec le sujet. Je trouve ça totalement démagogique et populiste. On peut penser ce qu'on veut de l'ISF, de sa suppression ou de son maintien. On peut parler de la charge symbolique, du truc. C'est pas les riches contre les pauvres. En fait, tout le monde est concerné par ce débat-là. Donc, je trouve ça extrêmement maladroit. Et je déteste quand on simplifie le débat entre deux camps et qu'on refuse la complexité. Je pense que c'est un mouvement qui refuse la complexité au moment où on est sur des questions qui sont extrêmement complexes et qui nécessitent énormément de pédagogie. Et pas juste de pédagogie. Je vais pas faire mon porte-parole qui dit qu'on n'arrive pas à bien expliquer les réformes en français. Juste, voilà.
il faut s'intéresser au sujet sans trouver des dérivatifs, quoi, et agiter des pompons qui sont un peu faciles. Alors juste interromps, ce serait populiste si quelqu'un était à la tête de ce mouvement. Mais il a été récupéré. Il est déjà récupéré par l'extrême gauche et l'extrême droite. Il est plus populaire que populiste en l'occurrence. En 3 jours, ce qui était un mouvement parti effectivement de ce coup de gueule YouTube spontané, il a été immédiatement phagocyté par. Mais il n'est pas orchestré en tout cas. Il n'est pas orchestré, mais il est déjà, pour moi, il a déjà perdu une grande partie de sa crédibilité parce qu'il est instrumentalisé politiquement. Et donc, il est illisible. Je le trouve illisible ce mouvement. Pour moi, en 15 jours de montée médiatique, je trouve qu'il a perdu presque sa raison d'être. Donc, en fait, je vais presque donner un anecdotique parce que je suis d'accord avec Vincent. C'est un anecdotique d'espoir. Il y a un côté jacquerie contre les taxes qui n'est pas tellement coordonné, quoi. Oui, voilà, et j'ai presque l'impression que ça aurait été un autre sujet, ça aurait été un sujet prétexte qui aurait été OK, les pauvres contre les riches. Et en fait, là, la bagnole et la question du carbone, on en est très très loin dans les débats, quoi. Et par ailleurs, il y a un phénomène, on en parlait ce matin avec Vincent, qui est très intéressant, qui est les travaux du chercheur Thorsten Veblen, que citait notamment Hervé Kempf dans son livre « Comment les riches détruisent la planète ». Qui parlait du mimétisme, enfin pas du mimétisme, de la fascination d'une classe sociale pour la classe sociale qui est au-dessus, et du problème de la consommation en France, qui est lié au fait que les classes populaires veulent être des classes moyennes, les classes moyennes veulent être riches, et les riches veulent être hyper riches, et que c'est un des grands problèmes de notre modèle, c'est qu'on aspire toujours à avoir ce qu'on n'a pas. Alors je m'éloigne un peu du sujet. Ça rejoint le débat sur l'ISF, en fait, c'est sur le débat des inégalités, qui est lié à celui du climat, en fait. Exactement, et comment en fait on projette sur au-dessus ce qu'on n'a pas ou ce qu'on devrait avoir. Je pense que c'est quelque chose à avoir en tête aussi, c'est des travaux assez passionnants. Donc voilà, c'est une sorte d'anecdotique d'espoir. Et puis voilà, il y a la force d'inertie. Enfin, on en a beaucoup parlé dans Uzbek et Erika, mais il y a des mauvaises habitudes. Il y a un système aussi, quand bien même on voudrait changer vite en 10-20 ans de modèle sur la question du transport, on est conditionné par les infrastructures et par les habitudes qu'ont eu nos parents, nos grands-parents, et on est encore dans la civilisation de la voiture. Mais ce qui est le plus terrible pour moi, si tu permets, c'est que c'est beaucoup plus le conditionnement que les infrastructures. Je parlais du vélo, il y a énormément de gens, pas tout le monde certes, mais énormément de gens qui pourraient aller en travaillant en vélo, ce qui ne coûterait rien en termes d'infrastructure, et qui ne le font pas par habitude. Donc ça, c'est un problème. Mais les infras n'aident pas. Certes. Donc j'ai un anecdotique d'espoir, un historique. C'est donc Annabelle qui va trancher cette question sur les gilets jaunes. C'est compliqué parce qu'en effet... Annabelle qui a un pull jaune, je tiens le signe. En soutien. Merde, je me suis trahi. Tu fais quoi le 17 novembre? Non, mais en effet, ça dépasse très largement la question du prix du carburant. Donc il faut savoir sur quoi on place l'anecdotique. Ou est-ce que c'est le 17 novembre en lui-même, et à ce moment-là, c'est vrai que c'est une révolte. François Ruffin, il compare ça au 14 juillet, quand même. C'est quand même balèze. Ouais, il est fort. Sur le côté révolte populaire contre l'élite. Donc, si le sujet... Enfin, j'ai l'impression qu'en effet, on parle de moins en moins du sujet de la voiture, quoi. Plus les semaines avancent, plus Jacqueline Moreau gagne des millions de vues, plus on s'éloigne. Et c'est toi qui voulais mettre les femmes au pouvoir. Soutiens Jacqueline. Plus on s'éloigne du... Pitié, pas Jacqueline Moreau. Ouais. C'est un des arguments, cela dit. Enfin, un des points soulevés, c'est qu'il y a Priscilla Ludowski aussi. C'est un mouvement qui a beaucoup de porte-parole féminines. C'est assez étonnant. Et donc c'est étonnant. C'est juste que c'est étonnant. Donc, non, je crois que je vais mettre un anecdotique, mais je trouve, en fait, je suis dans l'embarras et je me suis rendu compte que il y a eu une réunion hier des assos écolos qui sont toutes dans l'embarras parce qu'elles soutiennent le 17 novembre, mais dénoncent en même temps, puisqu'il y a ce que dit, enfin les comportements condamnables, comme dit Vincent, toutes ces personnes qui prennent leur voiture pour faire 1 kilomètre, mais toutes ces personnes qui n'ont pas le choix et qui n'ont pas de transport public, on en parlait tout à l'heure, enfin qui n'ont pas de transport de réelle alternative. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne sais pas, je trouve que c'est pas du tout un sujet qui s'arbitre en anecdotique historique en fait. Il y a plusieurs angles possibles. Vincent en a choisi un, mais anecdotique très bien, moi ça me va parce qu'il en faut toujours un.
C'est anecdotique. C'était scripté en fait, il nous fallait un anecdotique. Donc le mouvement des Gilets jaunes anecdotique ou anecdotique d'espoir. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on devait se dire aujourd'hui autour de cette table. Merci à vous toutes et tous autour de la table. Un merci spécial à Romane qui comme d'habitude est avec nous derrière la régie, derrière la console. Merci aussi à vous auditrices et auditeurs. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles, on en manque toujours un petit peu. C'est comme les Pac-Man et tout ça, on a besoin d'être nourris quotidiennement. Et puis rejoignez-nous aussi sur Facebook comme Jacqueline Moureau. On a un petit groupe d'organisation de manifestations autour des podcasts. On va mettre des gilets rouges. Gilets violets. Et ça s'appelle The Ouzbek Erika Podcast Club, je crois, si avec l'accent. Bisous et à la semaine prochaine.